Salut la gang, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma revue de l'UFC 243. Ça a eu lieu ce samedi soir dernier à Melbourne en Australie devant 57 000 personnes, un record d'assistance pour un événement de l'UFC. Ça mettait en vedette le plus grand combat de l'histoire de cette région du monde, là, de l'Océanie, ever là, en MMA, carrément un représentant de la Nouvelle-Zélande d'origine nigérienne. Israël Adesanya, un ancien grand kickboxer avec Glory, un des meilleurs kickboxers au monde, fait la transition en MMA, brise tout sur son passage. Il avait finalement la chance de récolter le championnat de l'UFC, le titre qu'il avait clairement ses yeux dessus à la seconde près dont il est arrivé dans la promotion, et ce, contre l'Australien, le favori local, Bobby Knuckles, Robert Whittaker, un des combattants les plus violents et les plus appréciés de son époque. Vraiment un hardcore fans fighter. Quelqu'un que si tu parles à un partisan du UFC qui écoute une coupe d'événements ici et là, on le connaît probablement même pas. C'est probablement même pas que ce gars-là est champion du monde dans une division, ou du moins était champion du monde dans une division, sans vouloir faire de spoiler ici. Bien que j'ose imaginer que vous avez écouté la carte ou du moins vu des résultats si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, mais bref. Contre justement Israël Adesanya, la personne qu'on attendait, la personne que beaucoup de gens avaient un feeling, dont moi, qu'un jour ou l'autre, ce gars-là allait mettre une main sur le championnat de l'UFC. Et puis c'est dès sa première chance. Victoire absolument éclatante, et puis il est bon, Israël Adesanya, c'est absolument incroyable. Son niveau de combat debout est autre. C'est quelque chose que je crois qu'on n'a pas vraiment dans l'UFC chez d'autres combattants. On a de très bons strikers, on en a des très techniques. On pourrait un jour faire une liste le plus vérifiée de qui sont les meilleurs strikers en MMA, mais si Israël Adesanya n'est pas au numéro 1, il est dans le top 3, ça c'est assurément. C'est un combattant absolument incroyable, et la façon dont il est capable d'éviter les coups de poing, son footwork et la façon dont il bouge, il est absolument incroyable. Il est long, ça cause problème à ses adversaires, mais je crois que c'est beaucoup plus son mouvement qui cause des problèmes à ses adversaires que sa distance et son length en tant que tel, parce que mon Dieu, qu'Israël Adesanya a pas peur de rentrer dans la pocket, les mains super basses, et puis en combinaison, juste docker d'un bord puis de l'autre, en avant en arrière avec sa tête, roll with the punches, puis quand il voit son ouverture en échange, il est capable de placer le coup parfait. Et puis il a placé son finishing move, là, littéralement 2 fois sur Robert Whittaker. La première fois, c'était à la toute fin du premier round. C'est pas mal le même scénario à chaque fois. C'est en échange, Robert Whittaker rentrait avec des bombes, là, rentrait pour arracher la tête d'Israël Adesanya. Puis je le sais pas, c'est probablement pas la bonne stratégie, mais c'est quoi la bonne stratégie contre un striker comme ça? Tu restes bien patient à distance puis tu te fais pick-off? Non. Est-ce que c'est un combat où tu vas essayer, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire contre un striker comme ça, à part, comme Robert Whittaker l'a fait, mettre tout le power que tu as dans tes shots puis espérer qu'un jour, ben tu le tags. Je pense que c'est juste ça vraiment que tu as à faire avec Israël Adesanya. On a vu Gastelum avoir un peu de succès à cet effet-là, mais tard dans leur combat, là, vraiment très tard dans leur combat. Et Kelvin Gastelum, mon Dieu, qui paraît bien, lui, après sa performance contre Adesanya, quand on a vu le champion, un des maîtres de la violence, Bobby Knuckles, se faire allumer comme ça au deuxième round. Et puis, comme je l'ai mentionné, Israël Adesanya l'a touché à 2 reprises très solidement, en plein échange. À la fin du premier round, il a droppé Whittaker. Il est arrivé pour lander un méga hammer fist de la mort, mais la cloche a sonné, donc il s'est retenu. Et puis c'est allé au deuxième round, et puis il a landé la même chose quand Whittaker rentrait avec un méga gros punch. Lui plaçait un premier hook sur le menton, juste comme on dirait pour s'assurer qu'il y a son bon spot, pour laisser venir son deuxième hook, qui est celui qui a envoyé Whittaker au tapis pour la deuxième fois. Et puis cette fois-là, on est en plein milieu du round, donc ça a été juste facile pour Israël Adesanya d'aller prendre une bonne position au sol et puis de pound out le champion pour récolter cette ceinture-là, devenir champion du monde undisputed. Il était champion par intérim quand on sait que Whittaker a eu toutes sortes de blessures, n'a pas pu défendre sa ceinture contre Gastelum. C'est là que Adesanya s'était battu contre Silva. Donc après, Adesanya s'était battu pour le championnat intérimaire qui l'assurait d'être le #1 contender. En fait, c'est donc un match d'unification des 2 titres ici. Et puis c'est Israël Adesanya qui s'en sort comme
Undisputed Champion, comme le nouveau champion du monde des 185 livres. Et puis, écoutez, ça sera pas facile hein, pour ses adversaires d'aller le déloger là. Mais s'il y a un adversaire, je crois, mais en fait, il y en a deux, là, assez clairement, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le prochain, c'est le premier, c'est Paulo Costa. Et puis, pourquoi? Parce que Paulo Costa n'aura jamais la technique pour justement rivaliser avec un Israel Adesanya debout. Moi, je crois que ça va être plus facile pour Adesanya d'éviter les coups de poing de Paulo Costa que d'éviter les coups de poing de Robert Whittaker. Et puis, il a évité ceux de Robert Whittaker avec beaucoup de succès. Là. Donc, j'ai pas tendance à penser que Costa se doit d'être favori dans un combat comme ça, mais mon Dieu. Personne qui frappe plus fort que lui dans l'UFC ou presque. Là, il a presque allumé Yoel Romero 2 fois, qui est connu pour être autant puissant que lui et avoir un chin absolument incroyable. Quelqu'un qui s'est fait varger dessus de toutes ses forces par Robert Whittaker pendant 50 minutes puis qui a jamais bronché. Donc, il l'a envoyé au tapis le 2 fois, Yoel Romero. Puis oui, Yoel est un surhomme à la sauce, donc il s'est relevé. Mais tu sais, Paulo Costa, pour les rondes où il va avoir tout son cardio puis qu'il va lancer en plein power sur la face d'Adesanya, il y a d'affaires à être slick en maudit parce qu'il ne pourra pas se permettre d'en recevoir un. S'il en reçoit un, va probablement se retrouver au tapis puis là, Dieu sait ce que Paulo Costa va faire avec lui. Donc, c'est le combat, c'est le headline, c'est quelque chose d'absolument fou, probablement un combat qui va vendre beaucoup, peut-être même plus que celui contre Whittaker étrangement. C'est sûr que Whittaker contre Adesanya pour l'Océanie, pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est le plus gros combat, c'est le combat qui devait être présenté là-bas. Pour nous, c'est une carte de merde là, un peu ici, je dois vous l'avouer, mais tu sais, pour là-bas, c'était une carte à saveur locale. Il y avait les combattants que tu sais, quand que tu vas en Australie, les partisans australiens ont envie de voir, ont envie d'aller applaudir pour les Thai Tuivasa, genre des gars comme ça. On va y en revenir sur notre chum Thai, vous en faites pas. Donc, non, c'est ça, c'est bon. Puis je pense que c'est le début d'une nouvelle époque. L'Israël Adesanya, on l'a vu, son walkout est absolument incroyable. Le gars arrive là avec ses body de danse dans le temps, puis il fait une chorégraphie. Là. Avant, le combat le plus important de sa vie devant 57 000 personnes dans un stade, le gars est allé se péter une chorégraphie lors de son entrée. Tu vois à quel point ça le stresse pas, lui, à aller se battre. Puis dans son attitude, dans sa manière de parler, dans la façon dont il est un bon trash talker, il est intéressant quand il parle, c'est quelqu'un que tu as envie d'entendre parler, tu as envie de savoir ce qu'il a à dire, mais ça dépasse jamais les limites, ça vient pas low comme un Conor McGregor peut aller des fois, ou comme d'autres gars, genre Colby Covington, etc., peuvent aller des fois, ça reste dans les limites du sport, ça reste, tu sais, c'est du trash talk, genre ouais, moi je pense que je vais te péter à gueule puis que t'es poche à comparer de moi, c'est pas vraiment dans les attaques personnelles dans ces choses-là. Puis là, oui, il y a une rivalité contre Paulo Costa, c'est un personnage fascinant, là, Israël Adesanya, d'après moi, n'aura peut-être pas le niveau d'un Conor McGregor. Puis je sais, là, c'est quelque chose qui se parle beaucoup après cette carte-là. Oh mon Dieu, c'est le prochain Conor McGregor. Mais c'est pas pour rien qu'on dit ça. D'après moi, ce gars-là est probablement le plus gros, le prochain gros pay-per-view draw dans l'UFC. La prochaine grande star, la prochaine personne que quand tu vas voir son nom, tu vas dire « Oh shit, Israël Adesanya, nous n'avons aucun autre choix que d'écouter son combat. » C'est parce qu'il deliver, ses combats sont incroyables, son niveau de technique est incroyable. Ce gars-là est un meilleur striker que Conor McGregor. Là. Il est beaucoup plus, selon moi, technique que lui est capable. On l'a vu contre Anderson Silva dans un combat qui a été peut-être moins intéressant que ses autres un petit peu, mais il est capable d'avoir un plus slow pace, de se battre très calculé. Il est capable d'y aller en counter de façon absolument incroyable, comme il l'a fait contre Robert Whittaker. Il est capable de lead dans ses combats, puis d'être le offensive striker qui, justement, lance en premier et évite les counters. C'est un gars qui est capable de tout faire debout. C'est un des meilleurs combattants qu'on a vu. Il est charismatique. Il a le sens du show. Il a absolument tout pour lui. Et puis, ce gars-là va être une énorme star en MMA. Il n'y a aucune autre chance que ça arrive pas. Ce gars-là est absolument incroyable. Et puis, c'est le début là, d'une nouvelle ère. C'est l'ère du Stylebender, l'ère du Last Stylebender. Israël Adesanya. Il est génial. Et puis, ben, pour son prochain match-up, on en a déjà parlé, c'est Paulo Costa. C'est déjà écrit dans le ciel. Ils ont déjà, comme Costa était en Australie hier. Oups, j'ai accroché mon micro, désolé pour ça. Costa était en Australie hier. Costa était là pour confronter Israël Adesanya. Adesanya, dès qu'il a eu la chance de parler de Paulo Costa, a parlé de Paulo Costa. Donc, c'est ça qui va arriver. C'est ça le prochain match-up. Il n'y a pas d'autres questions là-dessus.
Pour ce qui en est de Robert Whittaker, ben, c'est une défaite qui fait très très mal après tous ces ennuis qu'il y a eu dans les dernières années, là, de la difficulté à se rendre à ses combats, puis pas à cause de des affaires qui sont vraiment de sa faute. Là, son corps, malheureusement, semble être en train de lâcher un peu. Et puis, ben, tu sais, regarde, écoute, c'est quand même pas si mal battu, je trouve, dans les circonstances. Il y a des gens qui comprennent absolument pas son game plan, puis ils comprennent pas ce qu'il allait faire. Et qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Voulez-vous qu'il soit patient devant Israël Adesanya, puis qu'il se fasse juste pick off facilement? Le gars, il savait que s'il voulait gagner, fallait qu'il essaye. Il a essayé, ça n'a pas marché. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça qui arrive. C'est un combattant qui vient de perdre son titre. C'est sûr qu'il est vraiment triste, mais ça reste probablement en ce moment le deuxième meilleur middleweight au monde, quelqu'un qui est absolument dominant, qui a battu Yoel Romero 2 fois. Une fois que c'était vraiment moins clair que l'autre. Selon moi, ils sont probablement 1-1 là, dans leur dans leur rivalité, voilà, j'ai trouvé le terme. Et puis c'est ça, regardez. Robert Whittaker est absolument incroyable. Moi, ce que j'aimerais le voir disputer comme combat, ben évidemment que c'est contre Kelvin Gastelum, là, après avoir vu la performance de Gastelum face à Adesanya, puis c'est un combat qui devait arriver là, cette année, Whittaker contre Gastelum, là, ça ne serait plus pour le titre, mais c'est quand même un combat qui m'intéresse énormément. C'est sûr que Gastelum a quand même Darren Till devant lui, qui move up à middleweight, qui malgré ces deux derniers combats, n'est loin d'être une marde, là, on s'entend, c'est un bon combattant, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas peut-être s'il a le style pour battre un Gastelum, parce que c'est un genre d'Israël Adesanya dans sa grandeur et dans sa longueur, mais jamais autant actif que lui, et puis quelqu'un qui va être un peu game de laisser le combat venir à lui, puis je sais pas si c'est une bonne idée contre Gastelum, donc je pense que moi, je dois favoriser Gastelum pour ce combat-là, mais je vais quand même, peu importe qui émerge gagnant de ce duel-là à l'UFC 244, que ce soit Kelvin Gastelum ou que ce soit Darren Till, j'aimerais le voir affronter Robert Whittaker dès son prochain combat, puis ça serait nécessairement, du moins peut-être pas pour Whittaker tout de suite, mais pour le gagnant de ce duel-là, soit Gastelum, soit Till, ça serait un number one contenders fight, là, on s'entend, bien que toujours intéressant de voir ce que Yoel va faire. Je pense que l'autre nom vraiment intéressant pour pour Adesanya, c'est Yoel, évidemment. Mais Yoel devrait gagner un combat là, d'ici là. Et puis je pense que peut-être Gastelum, de par sa guerre incroyable avec Adesanya, a peut-être une petite longueur d'avance en ce moment sur Yoel. Mais bref, qui ne veut pas voir ça? Ensuite, Dan Hooker, Al Iaquinta. Je vais être bien honnête avec vous, je travaille de nuit maintenant, j'étais encore un peu fucké sur mon horaire, je m'étais réveillé quand même tôt samedi, j'ai essayé de vivre de jour vu que c'est mon congé, c'est la fin de semaine, tu sais, et puis j'étais rendu fatigué, rendu à cette heure-là, et puis peut-être que les combats d'avant, genre Spivak contre Tuivasa, puis Lima contre Jumo, là, particulièrement, ne m'ont pas aidé dans mon niveau d'énergie, ça fait que je me suis comme endormi un petit peu au milieu du premier round de ce combat-là, puis je me réveillais momentanément, je checkais un peu, puis je me rendormais. Donc, pour être honnête avec vous, j'ai pas full vu le co-main event de cette soirée-là, mais de ce que j'ai vu, on avait un Dan Hooker qui restait à distance, qui utilisait son jab et qui utilisait ses kicks devant un Raging Al, qui avait pas vraiment de réponse pour ça, puis qui, encore une fois, se retrouve contre un striker qui est plus long que lui, puis il a pas de réponse, puis se fait outstriker. Et puis Dan Hooker, ben, tu sais, a mérité sa victoire, pareil, c'est un très bon striker, technique, c'est quelqu'un que je ne sais pas jusqu'à quel point va réussir contre de grands lutteurs dans cette division-là, mais il commence dangereusement à grimper les rankings. Il vient de battre Iaquinta. Iaquinta doit rester quand même bien ranké dans cette division-là, je crois, surtout parce que Kevin Lee est de retour, puis Kevin Lee était comme quand même, je pense, dans le top 5, au moins dans le top 6 à 10, et ben, il a perdu 2 fois contre Iaquinta, donc on n'a pas le choix de mettre Iaquinta devant lui. Ça vient fucker à patente un peu ici, là, parce que moi je suis un gars qui aime bien avoir de l'ordre dans mes rankings, puis quand quelqu'un bat quelqu'un, je veux automatiquement le mettre devant l'autre. Puis là, Hooker a perdu contre Barboza. Donc je veux mettre Barboza devant Hooker naturellement, mais Barboza a perdu contre Kevin Lee. Assez clairement même, donc c'est dur de pas mettre Kevin Lee devant Barboza, mais Kevin Lee a lui-même perdu 2 fois contre Iaquinta, qui vient de perdre contre Dan Hooker, donc qui je mets devant qui, c'est quoi le ranking, je vais vous sortir ça sur le site internet, vous allez voir, je pense que j'ai fini par mettre Hooker devant tout eux, puis Barboza, oui, a battu Hooker, mais c'est comme sa seule victoire dans ses 4-5 derniers combats, donc
tendance à le mettre plus bas à cause de sa streak récente, mais tout ça pour dire que, écoutez, j'aimerais voir Dan Hooker, justement, affronter le gagnant du combat de Kevin Lee, affronte Gregor Gillespie, c'est à l'UFC 244, et puis je pense que c'est le next step logique pour lui. C'est sûr qu'il a collé Dustin Poirier, c'est sûr que ça serait absolument incroyable, c'est sûr que Dustin Poirier a répondu qu'il affrontait McGregor, puis que Hooker n'était pas encore rendu là, mais McGregor, il affronte pas personne en ce moment, surtout pas Dustin Poirier, selon moi. Donc, écoute, si Dustin Poirier veut ne pas se battre pendant longtemps en attendant après Conor McGregor, libre à lui. C'est sûr que j'aimerais beaucoup voir Hooker contre Poirier. Puis c'est sûr que je serais pas surpris que si Dustin Poirier se rend compte que McGregor le fasse juste pas des gars, fuck off. On va prendre Dan Hooker, on va se battre, faire un salaire, faire notre job dans la vie. Mais je pense qu'Hooker va vouloir se battre avant ça. Puis Lee contre Gillespie, ça arrive au mois de novembre. Donc je pense que Hooker pourrait, dès le début de l'année 2020, affronter le gagnant entre Lee et Gillespie. Puis peut-être après ça, si Poirier voit que ça se passera pas avec McGregor, ben on pourrait voir Hooker contre Poirier à ce moment-là. Ensuite, Alain Quinta, fuck man. Que dire de Raging Al, hein? Que dire de lui, deux vraiment mauvaises performances back-to-back contre Cowboy et contre Dan Hooker. Il n'y a aucune réponse. Puis là, on n'a pas le choix de lui donner un step-down dans cette division-là, mais c'est là que ça devient très, 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 très mauvais pour lui. Parce qu'un step-down à 155 livres, c'est juste descendre plus bas dans les rankings, puis affronter quelqu'un qui est probablement du calibre top 5, top 10, mais qui a juste pas encore eu la chance de se rendre là. Tu sais, quand tu descends les rankings, là, tu trouves assez vite genre un Islam Makhachev. Tu trouves assez vite un Alexander Hernandez. Tu descends assez vite, puis tu trouves un Carlos Diego Ferreira, genre, et puis c'est des match-ups absolument horribles. Là. Ben, tu sais, Raging Al est un bon striker, quand même un bon combattant. Puis contre quelqu'un qui a pas 12 000 pieds de reach contre lui, moi je pense qu'il peut être compétitif comme contre tout le monde, mais après avoir perdu contre Khabib, ça va être dur d'aller affronter quelqu'un qui est une copie conforme de Khabib, juste moins athlétique. Puis même, tu sais. Moi, le match-up que j'ai sélectionné pour lui, je vous le cacherai pas, c'est Carlos Diego Ferreira. Et ça, simplement parce que je le trouve absolument génial, Carlos Diego Ferreira. Puis j'aimerais ça le voir se battre le plus souvent possible. Fait que c'est le match-up que j'ai choisi. Alain Quinta, Carlos Diego Ferreira. Mais la chose qu'il faut se dire avec Raging Al, un peu comme Paul Felder, en fait, c'est que ces gars-là ont vraiment de très bonnes jobs sur le side. On le sait, Paul Felder est un commentateur pour l'UFC, doit faire de très bonnes payes là. Et même excellent, probablement un des meilleurs commentateurs que l'UFC ont entre les mains en ce moment. Pour ce qui est de Raging Al, il y a un meme là, sur internet, sur le channel YouTube MMA On Point, font des top 10, sont excellents leurs top 10 d'ailleurs. Je suis un grand fan et puis leurs commentaires sur YouTube arrêtent pas de leur demander le top 10 des maisons vendues par Al Iaquinta, parce qu'Al Iaquinta est un agent d'immeuble, vend des maisons dans la vie de tous les jours. Donc si t'as le choix de vendre des maisons puis de faire des popées commissions dessus, ou de recommencer à t'entraîner, moins travailler pour aller affronter un gars qui est comme pas ranké ou ranké dans le bas du top 15 puis qui a absolument des chances de te faire mal et de te faire très mal même en Carlos Diego Ferreira, peut-être que je déciderais d'aller vendre des maisons. Donc le futur n'est jamais vraiment assuré pour quelqu'un comme Raging Al dans la cage, mais s'il est là et il veut se battre, c'est contre Diego Ferreira que j'aimerais le voir en action. On va y aller très vite là, pour le restant de la carte. Ça fait déjà quasiment 20 minutes que je parle. Puis je pense que c'est normal qu'on voulait vraiment parler du main event beaucoup. Du co-main event aussi. C'est les combats les plus importants de la soirée. Le reste, c'est comme des affaires qui sont arrivées. Puis que je ne sais pas ça va être quoi l'impact en général sur le landscape MMA. Que ces choses-là soient arrivées. Donc, Sergey Spivak, le gars savait faire un takedown et puis ça a l'air que c'est assez pour battre tête Tuivasa. J'aimerais le voir affronter le winner de Maurice Green contre Sergey Pavlovich à l'UFC Singapour, qui sont d'autres gars qui sont quand même assez hauts dans les rankings, même s'ils ont peu d'expérience dans l'UFC. Le problème avec Spivak en ce moment, c'est qu'il y a 2 combats UFC, s'est fait défoncer par Walt Harris en quelques secondes, puis après il a affronté Tuivasa et il a gagné. Walt Harris et Tuivasa étaient tous deux dans les rankings, donc là selon leur ranking de marde à l'UFC, je serais pas surpris que Spivak s'y retrouve dès lundi, puis ça fait un gars qui a 2 combats dans l'UFC, qui est un prospect, qui est vraiment pas si bon que ça, puis qui va être dans le top 15, fait que je ne sais pas trop comment ils vont le booker avec ça. Le gars, ça se peut qu'il se retrouve contre genre Marcin Tybura, qui a de la difficulté cette année, ou quelqu'un d'autre dans le top 15, mais moi j'aimerais le voir affronter Green ou Pavlovich.
Tête Wivasa, j'aurais pas pu dire juste que ça quand j'ai fait mon preview avec Grégory. Le gars est juste poche. Il est juste vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Je pensais que c'était le cas de Spivak et tout, mais juste le fait d'être comme pas 100% noob, ça fait que tu peux battre Tête Wivasa. Donnez-lui soit Todd Duffy, qui est absolument lamentable, on s'entend, puis que son niveau d'activité est tellement bas qu'on le sait pas c'est quoi qui se passe vraiment avec lui. Ou Junior Albini, s'il est encore là. Ça me surprendrait pour vrai. Junior Albini a comme fait ses 4 combats avec l'UFC, il en a perdu comme 3 de ces 4-là. Il en a peut-être même perdu 4 en 5. Ça veut peut-être dire qu'il y a un nouveau contrat, ça. Bref, je le sais pas. Mais s'il est encore là, soit Duffy ou Albini. Sinon, je pense sac bien pour vrai que vous mettez contre Tite Wivasa. Il est complètement à chier. Diego Lima, étrangement, est en train de devenir un fighter potable. C'est sûr que si tu te bats à tous les jours contre Douglas Lima, t'as des chances de devenir un fighter potable. Mais donnez-lui Jake Matthews, là, qui est absolument décevant dans son combat. Luke Jumeau, Emile Weber-Mick, ça existe-tu encore, ce gars-là? Le genre de gros viking norvégien, le blond, là, qui a beaucoup de power, de force physique, mais qui a absolument aucun cardio. Donc, contre Jumeau, je pense que ça peut donner un combat qui a de l'allure. Jorgen De Castro, très beau KO, pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Il a timé son adversaire qui courait vers lui pour y plugger genre un petit hook direct sur le menton. C'était assez magnifique, ça faisait un peu street fight, je vais vous dire, comme knockout, mais il te l'a allumé, là, fret, de la façon dont tu vois pas un heavyweight se faire éteindre, là. Donc c'était assez incroyable de voir ça. Pour ce qui est de Castro, je lui donnerais le perdant du combat entre Cyril Gane et Dontel Mays. Vous avez probablement votre idée de qui je pense va perdre ce combat-là. Donc c'est ça. Je ferai le perdant de ce combat-là face à Monsieur Jorgen De Castro. Pour ce qui est de Justin Tafa, écoute, c'est un madman, je pense qu'il va être le fun dans l'UFC, malgré son inexpérience. Puis c'est ça son problème en ce moment, là, c'est qu'il n'y a pas d'affaires dans l'UFC. Il est 3-1, il n'y a pas d'expérience pro du tout. Donc j'essaierai d'y trouver une des personnes les moins expérimentées pour affronter. Ça serait quelqu'un soit qui n'a pas encore combat dans l'UFC ou qui a pas qui vient du contender. Ça serait comme Rodrigo Nascimento, là, quelque chose comme ça. Puis là je checkais les combattants qui n'ont pas encore de combat à heavyweight dans l'UFC, puis j'ai vu qu'il y avait genre Amir Ali Akbari puis Chai Lewis Perry. Nul autre que Chai Lewis Perry. Donnez-lui pas ces deux gars-là. À moins que vous voulez vraiment voir quelqu'un faire de la soupe avec Justin Tafa, vous pouvez donner Chai Lewis Perry ou même Amir, mais faites pas ça s'il vous plaît, faites pas ça. Donnez-lui Nascimento, laissez-lui la chance de se développer parce que je pense qu'avec de l'expérience, pourrait devenir un très fun action fighter à heavyweight. Ensuite, Jake Matthews, Rustem Akman, quel combat décevant. Akman a juste... Il mettait de la bonne pression, tu vois qu'il dérangeait quand même Matthews. Il a juste jamais laissé aller ses mains. Puis je lui avais reproché un peu son activité dans mon preview, mais je pensais que sa pression allait être assez. Ben non, il a juste pas laissé aller ses mains, puis il a permis à Jack Matthews de le pick-off sur les pieds. Donc, performance de merde pour Matthews, je l'ai déjà dit, je le veux contre Diego Lima. Pour ce qui est de Rustem Akman, donne-lui quelqu'un qui a eu tout autant de performance de merde que lui sur cette carte-là. Maki Pitolo. Et on va en parler immédiatement de ce combat-là. Quelle déception. Écoute, quand t'arrives dans l'UFC, tu perds contre Callan Potter, là. Ah, tu sais. Mais c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Puis Maki Pitolo, j'ai aucun espoir en lui pour le futur, pour être franc avec vous, là, après avoir vu ça. C'est absolument horrible. Callan Potter, pour sa part, a juste démontré être un vétéran qui a beaucoup de combats, et puis qui est capable de s'adapter, puis de trouver la manière de gagner son combat. Puis il l'a trouvé, puis il l'a fait, puis props à lui, puis probablement qu'il le mérite, là, après toutes ces années-là, sur la scène régionale à grinder. Il mérite une victoire dans l'UFC. Il a réussi à aller la chercher. Est-ce qu'il va aller en chercher d'autres? Je le sais pas. Peut-être pas. Écoute, il y a toujours moyen. Il y a toujours des gars de bas de division qui peuvent avoir des soirées de merde puis perdre. Mais j'aurais pas tellement confiance, je vous dirais, dans le futur de Callan Potter dans l'UFC. Je lui donnerais quelqu'un comme Luan Chagas, là, que ça fait comme 7 ans qu'on n'a pas vu. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'il est encore sous contrat. Je sais pas ce qui se passe avec lui trop, mais Callan Potter contre Luan Chagas, là, ça a l'air d'un combat que tu sacs sur UFC Fight Pass au début de n'importe quelle maudite carte, n'importe où. Puis ça va passer comme dans du beurre. Maintenant, Brad Riddle contre Jamie Mullarkey. Ça, c'est le combat que je checkais, puis je me disais, what the fuck, pourquoi ces deux gars-là sont dans l'UFC? C'est quoi le rapport? Puis finalement, j'ai écouté le combat, puis je me suis rendu compte que ces gars-là avaient probablement plus d'affaires dans l'UFC que genre Maki Pitolo, Callan Potter, Rustem Akman, Justin Tafa.
Tai Tuivasa. Et puis, non, regardez, excellent combat. Les gars se sont enlevés des années de vie. Puis tu vois vraiment que ces deux gars-là avaient faim de gagner. Puis ils allaient tout faire en leurs moyens pour gagner ce combat-là. Riddle a réussi à en faire un petit peu plus. Puis il s'est sauvé avec la victoire. Je suis vraiment content. C'est une soirée parfaite, hein, d'ailleurs, pour City Kickboxing. Adesanya, Hooker et Brad Riddle ont tous gagné leur combat. Donc c'est ça, soirée parfaite au travail pour le gym City Kickboxing qui a une des meilleures années là avec Fortis MMA. Ce sont les deux camps qui sont vraiment établis comme étant de top level camp. Et puis grosse performance, les deux combattants là, autant Mullarkey que Riddle voulaient absolument gagner. Ils ont gagné le 50 000 de bonus de combat de la soirée. C'était absolument mérité. J'ai hâte de voir Riddle. On s'entend, ça a été une très belle performance pour lui. Puis je pense qu'il peut faire de belles choses dans l'UFC. Ça va être un bon action fighter, tout, surtout là, à 155 livres. J'aimerais le voir contre un autre cogneur qui va juste vouloir essayer de se passer le KO et rien d'autre. En Otman Azatar. Pour ce qui est de Mullarkey, donnez-lui un autre gars semblable à ça. Quelqu'un qui a la même fiche que lui dans l'UFC 01. Rodrigo Cazula Vargas. Ça serait mon choix. Ensuite, Megan Anderson a affronté quelqu'un. Elle l'a takedown. Elle a réussi à perdre sa position, mais en perdant sa position, l'autre fille, je sais pas comment elle a pensé à ça. Tous ceux ici qui ont déjà fait un minimum de grappling en jiu-jitsu brésilien, vous savez que quand tu es dans la garde de quelqu'un, c'est toujours les deux bras en dedans ou les deux bras dehors. Pour une raison ou une autre, Zara, quand elle a sweepé Megan Anderson, elle l'a sweepé avec un bras en dedans et un bras dehors. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, elle s'est fait faire un triangle, puis elle a perdu. Donc, Megan Anderson a gagné un combat par soumission. Puis j'avais mon ami Carl Deschênes, il me disait, hey, tabarnouche, Megan, elle s'est améliorée au sol. Non. Absolument pas. Elle a frotté juste un adversaire qui avait encore moins de sol qu'elle, bien que personne croyait que c'était possible. C'est définitivement possible. Et puis Zara Chose nous a clairement démontré ça. Donc, what's next for Megan? C'est ça la question, hein? C'est difficile. Il n'y a personne dans cette division-là dans l'UFC. Ils ont tendance à signer les championnes Invicta. Selon cette logique, ça fait que Pam Sorensen serait probablement la prochaine à signer dans l'UFC pour se battre à 145 livres. Ça serait une adversaire absolument idéale là, pour Megan Anderson. Quelqu'un qui va peut-être justement être capable d'exploiter cette faiblesse au sol-là puis nous montrer si Megan s'est vraiment améliorée pour vrai dans cet effet-là. Puis sinon, ça va être un bon combat debout. Deux grosses filles. Megan va toujours avoir un genre d'avantage de force physique et de grandeur sur ses adversaires. Donc, ça sera un combat très intéressant. Moi, c'est un combat que je serais vraiment content de voir si ça avait la chance d'arriver. Donc, c'est ce que je vais demander pour son prochain combat. Megan Anderson face à Pam Sorensen. Finalement, pour Zara Fern dos Santos, ils peuvent la cote, tant qu'à moi, ils peuvent dire ouais, finalement t'es pas bien bonne, on va mettre fin à ton contrat tout de suite, sorry ciao, comme il avait fait avec Cindy Dandois. Sinon, ils peuvent lui donner comme quelqu'un là, qui existe à quelque part. Je sais pas si ça va dropper à 135, ça me surprendrait pas, elle avait l'air aussi grosse que Megan, donc peut-être Leah Letson, qui était une fille qui s'est battue à 145 à Ultimate Fighter, je le sais, qu'elle est blessée, puis je le sais, qu'elle veut faire ses débuts à 135 livres dans l'UFC, mais écoutez, il fallait que je vous donne un combat. Fait que j'en ai donné un, ça sera sûrement pas ça, mais qui sait, hein? Qui sait peut savoir qui va affronter qui à 145 livres féminin dans l'UFC, donc on s'en sac en plus de ça. Entre vous et moi, ça nous mène à l'autre combat. Ji-Yeon Kim, Nadia Kassem, et mon dieu que Nadia Kassem est un peu à l'image de Tai Tuivasa, est vraiment pourrie, c'est absolument incroyable comment elle est poche, elle est absolument pas UFC level, je savais qu'elle était pas bien bonne, mais je pensais qu'elle allait être assez game pour du moins lancer en retour contre Ji-Yeon Kim, qu'elle allait sûrement la frapper parce que Ji-Yeon Kim a bien des choses qu'elle a pour elle, elle a pas de défensive par exemple, puis elle est vraiment capable de se faire frapper très fort, puis je me dirais, tu sais, Kassem, même si elle n'a pas le skills, elle a l'air d'avoir l'athlétisme, elle a l'air d'avoir le power naturel, puis elle va au moins réussir à back up un petit peu Ji-Yeon Kim avec ses strikes. C'était pas le cas du tout, elle s'est fait complètement passer sur le corps, et puis Ji-Yeon Kim est bonne, quand même bien classée dans cette division-là. Le problème, c'est qu'elle avait jamais le poids, même pas l'air d'être capable de presque être proche de faire le poids. Donc, selon moi, elle doit absolument move up à 135 livres. Vous, elle pourrait facilement se retrouver dans le top 15 ici. Moi, je lui donnerais genre Betch Correa, quelque chose comme ça. Puis je pense qu'elle peut facilement battre Betch si elle va avec son Wild Woman style où elle fait juste aller de l'avant, pas trop rien défendre, mais lancer une quantité de volume absolument incroyable. Ça a l'air d'une manière dont tu peux battre Betch Correa, ça selon moi, bien que c'est pas la seule
manière dont tu peux battre Betch Correa, là, mais bref. Tout ça pour dire que j'aimerais l'avoir contre Betch. Ensuite, Nadia Kassem, si on ne la revoit pas, je ne vais pas pleurer, mais je lui donnerais quelqu'un qui a une genre de fiche semblable à elle dans l'UFC, quelqu'un qui est pas très bon, comment dire, et Shanna Dobson semble la candidate parfaite pour ça. Ensuite, et finalement, Khalid Taha contre Bruno Silva, l'un des Bruno Silva, parce qu'il y a au moins 400 Bruno Silva qui se battent en MMA Pro. Khalid Taha, c'est malheureux qu'il ait manqué le poids. Moi, c'est un gros prospect chez les 135 livres. J'ai de la misère à le mettre dans le top 10, parce que le top 10 des prospects dans cette division-là est genre absolument exquis, mais c'est comme le 11 ou le 12e meilleur prospect dans cette division-là. Puis juste ça, ça fait que ça peut probablement être un gars qui peut s'amener près du top 15 mondial un jour. C'est un excellent boxeur. Encore des problèmes au sol. Ça, là, on doit se le cacher. On se le cachera pas, même s'il a gagné ce combat-là par soumission. Quand ça a été au sol, n'a principalement pas gagné ces échanges-là. Fini par profiter du fait que Silva a une baisse de régime pour juste prendre un arm triangle puis le forcer jusqu'à temps que son adversaire tape. Mais c'est ça. Des lacunes au sol à travailler pour Khalid Taha. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait soit le forcer à montrer ces améliorations-là ou juste exposer cette facette de son jeu. C'est un autre gars qui, selon moi, est peut-être le 11 ou 12e meilleur prospect dans cette division-là. Et c'est un Canadien, Cole Smith. C'est un combat que j'aimerais voir beaucoup. Là, depuis que je sais que Cole Smith est dans l'UFC, j'ai Khalid Taha en tête comme étant un potentiel match-up absolument explosif entre les deux. Et puis j'aimerais vraiment avoir la chance d'assister à ce combat-là. Donc c'est ce que je vais proposer pour la suite des choses. Khalid Taha face à Cole Smith. Finalement, Bruno Silva, dans la défaite, est probablement un des perdants sur cette carte-là qui nous en a le plus montré. J'ai hâte de le revoir dans l'UFC. En plus, il y a Triple C dans son coin. On s'entend, c'est pas notre favori, mais c'est un très bon partenaire d'entraînement. Silva pourrait se battre à flyweight, là, par exemple. Ça, d'après moi, il va peut-être pas s'en rendre compte dès son prochain combat, mais peut-être au combat d'après. Mesure 5 et 4 est absolument minuscule, a vraiment un frame de flyweight. Puis c'est dur pour un flyweight d'arriver et avoir du succès à bantamweight. C'est pas tout le monde qui est Triple C. C'est pas tout le monde qui est un des athlètes les plus incroyables qu'on aurait eu la chance de voir dans notre vie, littéralement, en arts martiaux mix. Donc, je pense qu'il serait peut-être more suited à 125 livres, mais je pense pas que ça va être dès son prochain combat. Je lui donnerais genre Domingo Pilarte ou n'importe qui est 0-1 en fait. C'est pas mal ce que j'aime faire quand quelqu'un perd pour la première fois dans l'UFC. J'aime ça. Essayer de vouloir le match avec quelqu'un qui a la même fiche que lui et non faire comme avec Marc-André Barriault. Dire, ah, t'es 0-1, t'es pas Chris Jotko, ça va super bien aller pour tout mon job. So, c'était ça, c'était ma revue de l'UFC 243. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, je suis bien ouvert à toutes vos idées, vos opinions. Finalement, vous devez vous abonner à MMA Talk, c'est très important, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, @TheMMATalk. Je vous le dis, je suis pourri sur Instagram. S'il y a quelqu'un qui pourrait me donner un cours de comment être efficace sur Instagram, là, je vous écouterai parce que j'ai de la misère. Là, je viens de reposter hier, là, après le main event du UFC. Ça faisait comme 2 semaines, un mois que j'avais pas posté sur mon Instagram. J'essaye d'être plus constant là-dessus. Je le sais là, que c'est le popping social media in the world, puis que si t'es big sur Instagram, tu peux être big un peu n'importe où. Je comprends ça, je suis juste poche. Fait qu'aidez-moi avec mon Instagram, s'il vous plaît, allez liker ça, donnez-moi un peu de following. On est 500 à que c'est à peu près 1/10 de ce qu'on est sur la page Facebook. Donc il y a des améliorations à avoir à cet effet-là. Allez voir le Twitter et tout. Je sais que personne n'est sur Twitter au Québec, mais allez voir le Twitter @the_MMA Talk. Et finalement, visitez le MMAtalk.ca, le plus beau site d'arts martiaux mix au monde. Et puis on se parle une prochaine fois.